Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette 17e édition du prix de l'excellence littéraire Guy Tyrolien. Le prix de l'excellence littéraire est un temps d'hommage à l'écrivain, au poète, au penseur Guy Tyrolien. C'est aussi un temps au cours duquel la ville de Baie-Mahault exprime son engagement aux côtés de la jeunesse guadeloupéenne qui se démarque et qui excelle dans le domaine littéraire. Cette soirée a été conçue pour susciter chez vous l'envie de lire, l'envie d'écrire, pour développer votre pensée et ouvrir vos perspectives. Et pour cela, quoi de mieux que de vous amener à la rencontre de personnalités passionnées et engagées pour échanger, réfléchir et surtout pour réagir autour d'un thème inspirant. Nous voilà prêts à débuter ce voyage entre mémoire et culture, un voyage dans le monde afro-caribéen où se mêlent histoire et littérature. Avec nous ce soir, je vous demande d'applaudir la marraine de cette édition. J'ai nommé Madame Olivette Otélé. À ses côtés, je vous demande d'applaudir la modératrice de cette soirée, Madame Canel Valton. Je vous demande également d'applaudir Monsieur Alain Rutil à leur côté. Nous voilà prêts à démarrer. Madame Valton, c'est à vous. Merci, bienvenue à tous. Merci de nous accompagner dans ce parcours qui va nous amener sur les traces de Guy Tyrolien, mais aussi au cœur de l'œuvre de Madame Otélé. Olivette, est-ce qu'on va pas faire semblant de pas se connaître? Je vais me permettre de te tutoyer devant tout le monde si tu es d'accord. Alors on fait l'exercice, on va passer à l'exercice obligatoire de la présentation de la bio, mais peut-être avant, Alain, tu voulais dire quelques mots? Souhaiter la bienvenue à Olivette Baie-Mahaultienne, lui souhaiter la bienvenue pour nous parler de Guy Tyrolien et de littérature de manière générale. Merci beaucoup. Olivette, tu es donc universitaire, tu es d'origine camerounaise et tu as consacré tout ton parcours universitaire à l'étude de l'histoire coloniale. Ton ouvrage le plus connu s'appelle Histoire des Noirs d'Europe. C'est un ouvrage dans lequel tu proposes de nous faire découvrir des parcours d'Afropéens exceptionnels. Tu occupes une chaire intitulée Histoire et mémoire de l'esclavage à SOAS, c'est département d'études orientales et africaines à l'université de Londres. Et tu es toi-même l'une de ces premières et seules. Toi-même, tu as un parcours singulier et salué de tous. Hein? Tu es membre de l'Académie royale d'histoire, dont tu as été la vice-présidente, et tu es membre aussi de l'Académie du pays de Galles. Aujourd'hui, avec toi, j'aimerais qu'on se parle de la façon dont la littérature invite à une lecture puissante à la fois d'un présent fracturé, pour reprendre les termes du sujet qui m'a été soumis par Alain. Comment la littérature est aussi une façon de faire face à une histoire qui a été parfois violente, mais est aussi une façon, un outil de penser un avenir commun, un monde commun. Avant de nous consacrer pleinement à une lecture de ton ouvrage, j'aimerais quand même faire référence à l'actualité. On est en 2026 et depuis 2 ans, le monde des lettres est l'objet d'attaques puissantes et frontales à quelques encablures de la Guadeloupe aux États-Unis. On en parlait il y a 2 jours. L'administration de Trump s'est attaquée à des ouvrages. Plus de 4000 ouvrages ont été bannis, rien que depuis 2024. Et plus encore, des mots
eux-mêmes ont été interdits. Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, tout d'abord, merci à tous et à toutes d'être là. Ça a l'air d'être un cliché, mais c'est vraiment un immense plaisir et un honneur. Parler des mots, des mots bannis et des livres bannis, on pensait que c'était des choses qu'on voyait sous dictature, mais comme vous voyez, les États-Unis sont censés être une démocratie, et pourtant, voilà. Il y a plus d'une centaine de mots qui ont été bannis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enseignants n'ont pas le droit d'utiliser ces mots dans leurs cours. Ça veut dire que toute personne faisant de la recherche, par exemple, et qui demande des financements, n'a pas le droit d'utiliser ces mots dans sa demande de financement. Ces mots vont de des choses comme esclavage à des choses comme noir, etc. Mais en fait, le contexte américain est important. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez peut-être remarqué, le monde a tendance à copier les Américains. Donc il y a quand même cette peur que petit à petit, qu'on normalise en fait finalement ce qui se passe aux États-Unis. Et pour vous donner un exemple, en Grande-Bretagne, ce ne sont pas des mots qui sont interdits, mais la Grande-Bretagne est très proche des États-Unis, bien plus proche qu'elle ne l'est de l'Europe. Et je pense tout de suite à Brexit. Hein. Ce n'est pas un hasard. Et on voit très nettement que dans les salles de classe ou dans les salles de cours, il y a certaines choses et certains sujets qui commencent à être tabous. Et je vais encore aller plus loin, c'est que je me suis j'ai été très surprise assez récemment de voir que certains étudiants, c'était pas les miens, mais certains étudiants enregistrent les professeurs et en fonction du type de discours que ceux-là ont, ils vont vendre ces bandes de son aux journaux à scandale. Donc, ce n'est pas du domaine ce n'est pas une lubie ce qui se passe aux États-Unis et comment petit à petit, en fait, c'est en train de gangréner le reste de la planète. Mais bon, je suis par nature une optimiste, donc je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant, le fait que ça veut dire qu'il y a un pouvoir certain de la littérature et que ce pouvoir fait peur aux autorités, même si elles ne veulent pas le reconnaître. Plus près de nous, en avril dernier, près de 170 écrivains se sont aussi mobilisés pour dénoncer la mainmise du grand capital sur l'industrie du livre. Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, elle me met un petit peu en porte-à-faux parce que imaginez-vous que parmi ces écrivains qui se sont mobilisés, j'en connais énormément, sauf que mon éditeur, celui qui a racheté, celui qui va publier mon prochain bouquin, et ce dont on se plaint. Tu vas publier chez Grasset? Non, pas chez Grasset, mais en fait, il a racheté Hachette. Hachette, il y a à peu près, je crois, 3 gros ou 4 grands maisons d'édition au monde. Hein. C'est vraiment déjà une concentration énorme. Et Hachette est l'une d'elles. Et à ma grande surprise, j'avais déjà signé mon contrat. J'ai même déjà envoyé le manuscrit, même s'il est en révision. J'apprends que qui, vous savez, a racheté Hachette. Et on l'a peut-être vu, vous l'avez vu aux nouvelles, des gens qui critiquent l'éditeur sont mis de côté. C'est quand même assez extraordinaire ce qui se passe, quoi. Mais je vais quand même dire ce que j'ai à dire. C'est des méthodes de dictature et des méthodes très 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 inquiétantes. Ça veut dire que on va commencer à filtrer le type de livre qui va être publié pour avoir un certain type de discours. Un discours qui est, pour moi, il n'est pas universaliste, il n'est pas humaniste. C'est un discours qui véhicule une idéologie qui, bien souvent, nous exclut, nous, personnes afrodescendantes. Donc, c'est assez intéressant à voir et je pense qu'il faut garder un œil de très, très près de ce qui se passe. C'est assez inquiétant. En général, quand des choses comme ça se passent derrière, le public ne le sait que quand il est trop tard. Là, pour le coup, on le sait en avance, quoi. Et même si ça reste pour l'instant dans le domaine des livres, ça ne sera pas toujours le cas. Voilà. Bon, ça a l'air d'être terrible tout ce que je dis, mais je pense qu'on a quand même des outils de lutte aussi.
Parlons-en. Guy Tyrolien, dans un entretien accordé à RFO à la fin de sa vie, dit, je cite, « Je me console en récitant des vers ». Il parle de l'importance qu'a eu dans sa vie la littérature. Et comme lui, certains des grands hommes et des grandes femmes dont tu suis les pas dans ton ouvrage ont une relation privilégiée avec la littérature. Et j'aimerais qu'on parle de leur parcours ce soir. Qu'il s'agisse de Juan Latino, de Pouchkine, des sœurs Nardal, il semble que tous ces auteurs et ces autrices aient trouvé un espace d'apaisement, d'affirmation de leurs propres identités, d'interrogation de leurs conditions humaines dans la littérature. Comment, d'après ce que tu as étudié, ont-ils trouvé les voies d'un futur commun en dépit des difficultés auxquelles ils ont été confrontés? Je pense que, en fait, quand on regarde le quotidien, on peut vraiment se laisser aller au pessimisme, voire au désespoir. Mais l'une des forces des écrivains, écrivaines, a été d'imaginer ce qui est possible. En imaginant le possible, ça ne veut pas dire qu'on oublie le quotidien, ça veut dire qu'on est capable de transcender ça et de penser à un futur malgré l'horreur qu'on vit. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça nous permet de nous projeter dans un futur et par conséquent de travailler peut-être un peu plus dur aux moyens justement de se battre contre ce quotidien. Tu me parles de Guy Tyrolien, il a, comme vous savez tous, administrateur, etc. Il a écrit de la poésie, mais quelqu'un écrit de la poésie et en même temps il est confronté au régime colonial dont il est l'un des enfants. Comment est-ce qu'on peut vivre cette tension qui semble être paradoxale et pourtant il l'a fait. Ça veut dire que être dans l'action, être au sein de cette administration coloniale lui permettait de voir les choses de l'intérieur, lui permettait aussi de voir les failles, mais les points forts aussi. Ça veut dire que c'est en étant quelquefois de l'intérieur qu'on peut voir finalement où sont les failles, où est-ce qu'on peut trouver les armes finalement pour faire tomber tout régime dictatorial. Ça ne veut pas dire qu'il faut collaborer, ça veut juste dire qu'on est dans une position qui, si on regarde bien, on imagine qu'elle est assez terrible, mais en réalité, on est dans une position qui nous permet de forger les armes de résistance. Donc, Guy Tyrolien, mais bon, les sœurs Nardal aussi. Est-ce qu'on en parle tout de suite? Oui, allez, allons-y. Bon, les sœurs Nardal, on sait très bien. Ah oui, je voulais dire une chose, c'est que je suis historienne de formation, mais la littérature, j'ai commencé par une licence en littérature et j'ai hésité parce que je comptais faire une thèse en littérature. Donc je suis vraiment entre les deux et j'ai du mal à voir la fissure entre les deux. Je vois la limite des deux, mais je pense comme une littéraire et je réfléchis comme une historienne. Donc pour moi, les écrivaines sont des historiens. Ce sont des conteurs, mais ce sont aussi des historiens. Quelquefois de leur temps, quelquefois d'autres temps. Donc on regarde les sœurs Nardal, je vois Paris de l'entre-guerres, je vois ces femmes en train de soulever en fait des problèmes que subissent les personnes de descendance afro-caribéenne, par exemple à Paris des années de l'entre-guerres. Elles sont là pour réveiller les consciences. C'est très bien écrit, etc. Mais c'est aussi un appel aux armes pour moi. Et donc, je ne peux pas les séparer de l'histoire. Ce ne sont pas juste des commentatrices, elles sont en train de dire, par exemple, que le stéréotype de l'homme noir, fort, musclé et de la femme exotique, même si certains en profitent pour gagner leur vie, ne font pas du bien à nos frères et sœurs, par exemple. Juan Latino est un des personnages qu'on trouve dans mon livre. 16e siècle, c'est un Africain, enfin, on ne sait pas exactement s'il est né en Afrique, mais on sait qu'il se retrouve à Grenade au XVIe siècle, et il va complètement éblouir la cour parce que il est extrêmement intelligent
il va écrire un long poème qui est encore jusqu'à présent un classique en Espagne et qui est enseigné à l'université et dans les écoles. Et dans ce poème, finalement, qui est une ode au roi, etc. Mais dans ce poème, il est en train de leur dire, attention, là, vous êtes en train de vider l'Espagne de ce que vous appelez les nouveaux chrétiens. Qui sont les nouveaux chrétiens? Ce sont des juifs qui ont été forcés, des juifs et des musulmans qu'on a forcés à se convertir. Et ce qu'il est en train de leur dire, c'est que faites attention aux discriminations, finalement, contre les musulmans, contre les juifs, contre les Africains. On est quand même au XVIe siècle, hein, et le fait d'une manière assez incroyable, quoi. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce qu'il y a une façon particulière d'être humaniste quand en fait on doit se battre contre le déni de sa propre humanité dans les yeux de nos concitoyens? Autrement dit, comment on pense une humanité commune alors qu'on est relégué à la marge? Je pense que à partir du moment où on se considère comme être humain, même si elle est niée par les autres, j'ai presque envie de dire c'est leur problème, quoi. Ce n'est pas vous le problème, ce sont eux le problème. Par contre, les processus d'exclusion, les violences subies sont bien réels. Donc, je pense qu'il faut être très stratégique. C'est-à-dire qu'au Juan Latino le dit au travers d'un poème. Pourquoi il le fait? Parce qu'il a des mécènes. Ces mécènes sont très riches. Il a réussi à avoir des mécènes. Ils sont très riches. Ce sont ces gens-là qui peuvent l'écouter. Il est dans une position assez privilégiée. Je pense qu'on utilise les moyens qu'on a en fonction du lieu dont on est. Quelqu'un qui a envie de crier et de prendre les armes, je pense aussi que c'est tout aussi valable qu'un beau poème. Mais bon, ça, c'est un point de vue très personnel. Pour certains d'entre eux, la littérature est un refuge. J'ai envie de parler là de Pouchkine. Oui. Pouchkine, comme vous savez, alors est-ce que c'est le petit-fils, l'arrière-petit-fils du général Hannibal. Le général Hannibal est un Africain, un enfant. On sait maintenant qu'il venait de la région, qu'il venait du Cameroun, là où je suis née, et qui a été kidnappé enfant, réduit en esclavage et amené en Russie. Et il va avoir une carrière assez extraordinaire. Il devient général de l'armée. Enfin, il monte les échelons, etc. Et il se marie. Il subit bien sûr le racisme, le préjugé de couleur. Et son arrière-petit-fils devient, et Pouchkine, Alexandre Pouchkine, l'un des plus grands poètes russes. Peu de gens en fait savent que Pouchkine est afrodescendant, et peu de gens veulent le savoir. Pourtant, quand vous allez en Russie, vous trouvez une statue de Pouchkine. Donc c'est ceux qui ne veulent pas, à qui on n'a pas donné cette information. Mais il n'a jamais renié ses origines. On trouve ça dans sa littérature et dans ses écrits. Et il est dans une position privilégiée, donc il aurait pu ne pas le faire, finalement, et se contenter de vivre, finalement, de ses privilèges, de sa notoriété, etc. Et pourtant, il va utiliser ces mots pour justement rappeler aux gens que je suis quelqu'un qui a plusieurs origines, et ces origines vont enrichir et ont enrichi mes écrits. Pouchkine opère ce qu'on appelle un retournement du stigmate, c'est-à-dire qu'il va finalement se parer de ses origines comme d'un motif de fierté. Exactement, et c'est aussi une arme pour lutter contre l'isolement et les discriminations. Beaucoup de gens, vous savez, dans les années... Say it loud, I'm black and I'm proud. Les années 60 par là, les Noirs américains vont clamer leur identité noire comme une espèce de... Comment on va dire ? Comme une espèce d'armure pour dire que vous n'aimez pas cette identité, mais nous, on est fiers d'elle. Même si certains subissent des discriminations, ça devient en fait un outil de revendication et un outil assez important. Et je pense que, encore une fois, ce sont les méthodes que chacun utilise pour finalement lutter contre les différentes formes de violence que
que nos ancêtres et leurs descendants et nous tous ont subi à un moment ou un autre de nos vies. Alain, est-ce que je peux te faire appel à toi comme grand témoin? Est-ce que tu peux nous faire quelques confidences sur les luttes intimes de Guy et nous parler de la façon dont le poétique et le politique se mêlaient dans sa vie? Oui. Pour avoir eu l'occasion de côtoyer de très près Guy Tyrolien, je dirais que d'abord que Guy Tyrolien, pour nous, les jeunes de ma génération, a été quelqu'un de mystérieux. Nous l'adorions sans savoir trop pourquoi. Parce que c'était un homme qui venait en vacances, il se promenait sur le balcon de son père. Dans l'après-midi, il allait à la campagne, son père allait tous les après-midi. On a l'impression que c'est un homme, il n'y avait pas de sécurité sociale, qu'il n'était jamais malade. Mais tous les après-midi, et quand il venait en vacances, il allait aux mêmes endroits que son père. Et le matin, il faisait sa petite promenade sur le balcon. Et même, il y avait des gens qui vous disaient de ne pas passer par là. Et vous montraient quelqu'un qui était là. Et c'était Guy Tyrolien. C'était un homme qui était trop puissant. En fait, il était considéré comme trop puissant pour nous autres qui avaient voyagé, qui étaient allés en Afrique et qui savaient bien beaucoup des choses que nous ignorions. Et que c'est un mal-nomme. C'est ce qu'on disait, on mal-nomme qu'il a. Nous pas pour amitié. Ce qui signifie que c'était un grand homme, c'était un très très grand homme, trop fort pour nous. Parce que Guy Tyrolien, il avait c'était un bonhomme qui était très, comment dirais-je, très affable, très près des gens. Il vous appelait, par exemple, bon, je ne peux pas prendre mon exemple puisque mes parents, mon père en tout cas, pas mes parents, mon père était un proche de la famille. Donc je ne peux pas prendre mon exemple et j'y allais souvent, régulièrement. Tous les 2 jours, j'y allais. Et j'allais faire quoi? Eh bien, j'allais lui amener du jus de canne. Et le père était un bonhomme qui aimait du jus de canne suri. C'est assez particulier, oui, c'est assez particulier, mais c'est ainsi qu'il aimait ça. Et lorsque Guy discutait avec vous de choses qui concernent les enfants, bien évidemment, mais vous avez cette crainte, parce que Guy, des fois, il arrivait avec son habit de gouverneur. Oui, oui. Peu de gens le savent. Mais lorsque nous discutons entre nous, on reconnaît que, on ne sait pas pourquoi. On savait qu'il était gouverneur, mais on ne savait même pas ce que ça signifiait. C'est pas que nous étions des couillons, c'est pas ça. Hein. Mais il arrivait, c'est ce qu'il portait, un costume blanc qui forçait le respect. Bon. Et pour répondre un peu, enfin aller dans le sens de ce que tu souhaites savoir, Guy, quand il allait à la campagne, parce que je l'ai connu aussi bien parce que mon père était le chauffeur de son père. Donc il l'accompagnait, il les accompagnait, et quand il les accompagnait à la campagne, Guy s'exprimait en créole comme tout le monde, il expliquait les choses, et il y avait une sorte de révérence, parce qu'il savait bien des choses qui se sont passées à Marie-Galante, et que nous ignorions, ou auxquelles nous n'attachions pas trop d'importance. Donc, mon père nous disait quand il rentrait le soir qu'il n'a pas sommeil. Parce qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas, qu'il ne savait pas. Or, dans la campagne marie-galantaise, il y avait des gens qui savaient. Mais tout le monde avait peur de le contredire, qui ne savaient pas au même niveau, au même degré. On avait donc peur de le contredire. Et puis, je ne sais pas s'il s'oubliait ou pas, hein, bon... il récitait des poèmes et que les gens écoutaient, comme on dirait aujourd'hui, à baba. Ils sont surpris. Donc il y avait une sorte de, comment dirais-je, vénération pour cet homme-là. Et
comme j'y allais souvent, parce que Guy n'était plus là, hein, et c'était sa mère, et puis Monsieur Tyrolien qui était là, quand je passais, il me disait, comment Alain, tu passes et tu ne me salues pas? Mais j'avais une sorte de crainte de le saluer. Et je n'étais pas le seul. Je me souviens, une amie qui est encore vivante, qui me disait, elle voulait, c'était une femme, elle voulait du travail, et elle va voir le maire, mais elle tremblait tellement qu'elle a pissé sur elle. Je ne sais pas si vous imaginez, il avait des voitures américaines. Il n'avait que des voitures américaines, Cadillac, Chrysler. C'était fait pour impressionner. Et elle me disait qu'elle est allée demander du travail, et puis elle n'a pas pu. Elle lui a dit, envie de voir qui genre, je sais une voir comment tu es. Elle n'a jamais pu demander du travail. Et puis, bon, quoi vous dire, Guy, fils de Fursi Tyrolien, c'était un homme, il a commencé des campagnes électorales pour son père. Son père était en France, et il a commencé des campagnes électorales. Ça lui est arrivé, alors qu'il n'était pas sur la position tranchée de son père. Mais c'était son père, il a, comment dire, qui avait encore une autorité sur lui, et il a, bon, comment dire, il n'était pas Guy. Il n'était pas d'accord avec son père, mais il ne pouvait pas aller à contre-courant de son père. Et une fois, il y avait un Africain marié à une Marie-Galantaise, première femme pharmacienne Marie-Galantaise. Et cette première femme pharmacienne Marie-Galantaise, il y avait un cercle d'amis, cercle de bourgeois de la ville, et qui était en train de discuter, et qui lui a dit, alors Guy, tu soutiens ton père, et toi, tu es au RDA en Afrique, eh bien, je vais dire ce que tu fais. Et Guy lui a dit, tu pourras toujours dire, mais gare à toi, parce que tu ne sais rien de notre vie Marie-Galantaise. Donc le fameux RDA, qui est donc un mouvement indépendantiste, le RDA, créé par Rassemblement démocratique africain. Qu'il a contribué à créer. Absolument, qu'il a contribué. Guy Tyrolien a donc une relation très privilégiée à la littérature. Si on prend par exemple le poème intitulé Ghetto, qui m'a beaucoup fait penser aux travaux des sœurs Nardal, il y a l'idée que la littérature est aussi un véhicule de refus de l'exotisation, de ce que l'Occident projette sur les corps noirs, voilà, de la littérature comme un espace où on va dire ce qu'on est en vérité, envers et contre les stéréotypes. Est-ce qu'on peut revenir sur la poésie des sœurs Nardal et de la façon dont justement elles ont une analyse critique du regard qui est posé sur les femmes noires notamment? Oui, complètement. Ça va à contre-pied. En fait, ça prend. Il faut repenser le contexte. Joséphine Baker est célèbre. Elle éblouit la scène parisienne. Et voilà que les sœurs Nardal sont en train de dire non, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut pas que la femme noire soit représentée comme ça. Elles ne critiquent pas Joséphine Baker, mais elles disent simplement attention d'utiliser. On comprend bien que les femmes noires à l'époque sont dans une position économique assez difficile et que par conséquent elles vont essayer de trouver les moyens qu'elles peuvent pour pouvoir survivre. Mais attention justement parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une seule personne et que le stéréotype va toucher toutes les autres femmes. Et par conséquent, elles le refusent complètement ça, quoi. Elles disent que la lutte doit commencer là aussi. Ce n'est pas une lutte individuelle, mais une lutte collective. Et d'ailleurs, dans cette lutte collective, elles vont recruter d'autres femmes, des femmes blanches,
l'une des éditrices qui travaille avec elle, et dedans, elle est un peu en arrière-plan, ce qui est quand même intéressant parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'alliés, etc. Et on parle de communautés des luttes, et bien souvent, ce ne sont pas toujours celles-là qui sont derrière, hein, elles sont devant. Et là, déjà à l'époque, l'entre-guerres, elles sont en train de dire si vous êtes une alliée, vous vous mettez un peu en arrière, mais vous nous aidez quand même, quoi. Donc non, elles ont fait un travail extraordinaire. Et bon, vous savez toutes et toutes que ce sont quand même elles qui sont à l'origine du mouvement La Négritude, de par leurs écrits, et voilà, quoi. Et ce qui est intéressant, ces petites anecdotes. J'étais au Sénégal il y a quelques années quand j'écrivais mon livre. Il y avait une plaque de l'un des fondateurs de Présence africaine, le journal, et il y avait aussi un homme qui était là qui me parlait de la négritude, comment c'est formidable, etc. Enfin, j'ai rien contre la négritude, hein. Et je lui ai dit que les sœurs Nardal de l'autre côté du monde étaient à l'origine. Il a pas très bien pris, en fait. Mais moi, ça m'a amusé parce que je me suis dit, quelqu'un, quelque part, a appris quelque chose, que oui, les femmes étaient à l'origine de beaucoup de choses, quand même, y compris, justement, ce mouvement qui presque symbolise le Sénégal, en fait. Dans ton ouvrage, tu évoques tous ces parcours exceptionnels, des individus qui semblent hors du commun et dont l'histoire a retenu les noms. Mais d'après toi, que nous disent ces trajectoires exceptionnelles sur les conditions de vie de la communauté dans son ensemble? Que disent ces expériences de la vie du collectif pendant tous ces siècles? Tu veux que je parle du exceptionnel, de ce que ça engendre? C'est là où je veux en venir, ouais. Ok, alors c'est intéressant parce que j'ai lutté contre ce mot. Je l'ai tourné dans ma tête pendant très très longtemps, parce que dans mon livre, je parle de personnages qui ont défié l'histoire finalement, puisque ce sont ces personnages-là qu'on retrouve, parce qu'on retrouve des traces d'eux, on retrouve des archives sur eux. Et ça m'a poussé à penser à d'autres qu'on ne voit pas. Et je me suis dit, en fait, exceptionnel, quand on dit que quelqu'un est exceptionnel, c'est magnifique. Mais il y a quand même un revers de la médaille. C'est-à-dire que on se sert bien souvent de cette personne exceptionnelle pour fermer la porte aux autres. Quelqu'un est exceptionnel, ça veut dire que quelquefois, bien souvent même, c'est utilisé pour dire qu'il n'est pas représentatif de sa communauté. Il est différent des autres. Il est différent des gens de sa communauté. Et par conséquent, la communauté est médiocre. Je sais que ça a l'air un peu fou, ce que je dis, mais on le voit en fait au quotidien. On le voit par exemple dans certaines sociétés. On va faire monter une personne en fermant la porte à bien d'autres, en se disant, notamment si cette personne est afrodescendante, ah oui, mais toi tu es différent des autres. Ah oui, mais c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec cet exceptionnalisme, parce qu'il a toujours un revers, quoi. Et quand on est mis dans cette position d'exceptionnel, on s'assure toujours que finalement on vous donne pas les moyens de pouvoir amener vos frères et sœurs avec vous. On vous réduit à cette place et on vous cadre, on vous met dans cette boîte. Certains s'en sortent très bien. Enfin, je ne vais pas vous mentir, vous connaissez certains politiciens ou politiciennes de l'ère de Nicolas Sarkozy qui étaient considérés comme des exceptionnels et qui n'avaient pas de mal à accepter qui préféraient même être les seuls sur cette plateforme-là. Donc, il y a quand même quelque chose, un danger à ça, quoi. Justement, donc on a coutume de se féliciter collectivement de ces parcours brillants, mais tu dis que c'est un piège, et c'est aussi un piège. Donc tu viens de l'expliquer, c'est un piège pour la communauté, mais c'est aussi un piège pour l'individu lui-même. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, je fais allusion à l'appel que tu as adressé aux jeunes femmes noires brillantes. Dans un texte qui s'intitule en anglais Stepping Up by Stepping Down, ce qui signifierait peut-être, je sais pas comment on peut traduire ça, progresser en sortant des espaces dans lesquels on a été invité. Oui. Ok, bon, ça veut dire que je vais parler un peu de moi là. Exactement. Merci, Canel. Alors,
ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, je deviens professeur, et je deviens professeur, la première femme noire dans l'histoire du Royaume-Uni à être professeure d'histoire, la première, la seule. Et enfin, je sais pas comment je me suis sentie. J'ai travaillé dur quand même pour être prof, donc je vous cacherai pas que j'étais contente. Mais d'être toute seule a amené toutes sortes de choses. Je vous parlais plutôt des problèmes de sécurité physique, mais je vais les laisser de côté. D'autres problèmes sont apparus, c'est-à-dire qu'on me demandait tellement de choses à faire. On me demandait d'être dans tous les comités. On me demandait de faire du mentor, enfin du mentorat pour tellement de gens. Et moi, j'ai commencé à faire ça parce que je me suis dit, je suis dans une position privilégiée, je peux faire changer les choses. C'est la première fois qu'on met quelqu'un comme moi là-dedans, vice-présidente de la Société royale, une femme noire, c'était jamais vu, puisque bon, la royauté britannique n'est pas tellement diverse, on va dire. Toutes ces choses-là, et finalement, j'ai passé les années qui ont suivi à faire mon travail à plein temps, à m'occuper de mes enfants, ma famille, tout ça, mais aussi à être dans ces comités extraordinaires. J'étais dans 11 comités pendant des années. J'étais tellement fatiguée, mais on se rend compte très bien que quand on est dans ces comités, vous êtes là quelquefois juste pour être la figure de la diversité. Mais quelquefois, on ne peut pas le savoir à l'avance tant qu'on n'est pas dedans. Mais une fois qu'on est dedans, quelquefois, c'est difficile de sortir. Ça m'a pris des années pour comprendre qu'il faut apprendre à dire non, même quand on a dit oui, même quand on est déjà dedans, pour sa santé physique et sa santé mentale. Et finalement, je me suis rendu compte qu'on ne rend pas forcément service aux gens qu'on pense servir en acceptant d'être tout le temps là, en croyant qu'on fait bien. Parce que du coup, toutes ces jeunes, essentiellement ces jeunes femmes, vont finir par penser que c'est normal de prendre autant de choses, de charges physiques et mentales. Et c'est pas du tout ça. Parce qu'on nous demande toujours, nous, minorité, de prouver. Et vous passez votre vie à pédaler, à essayer de prouver que vous êtes ceci, cela. Et donc finalement, c'est pour ça que je me suis retirée de ces comités. Ça m'a pris quelques années, ça m'a pris 4 ans. Maintenant, je ne suis qu'à 4 comités. Et le but ultime, c'est d'être peut-être dans 2, quoi. Et voilà, c'est tout. Juste une statistique pour que nos compagnons de route ce soir se rendent compte du chemin qui reste à parcourir. Quand tu es nommé à ton poste en 2018, si je ne m'abuse, la même année, il y a une étude qui sort et qui indique que donc on a moins de 1% du corps enseignant en université non blanc. Donc tu fais vraiment partie des happy few. En finissant la lecture de ton ouvrage, je me suis demandé si en fait il ne parlait pas de toi. Je pense pas. En fait, j'ai écrit ce livre pour les premières personnes, ça a été mes enfants. Ce livre était un parcours d'identité. Tu disais, quand tu m'as présenté, tu as dit d'origine camerounaise, et je suis ça aussi. Mais je me suis dit, la nouvelle génération, en tout cas la génération de mes enfants, en tout cas aussi en Grande-Bretagne, elle assume plein de choses que moi j'avais du mal à faire accepter aux gens. Bon, on va partager, puisqu'on partage. Mes enfants sont gallois, mes enfants sont français, mes enfants sont algériens, et mes enfants sont camerounais. Si on remonte, le Cameroun a été colonisé par les Allemands. Il y a de ça aussi. Et ils sont très fiers de tout ça, alors que moi, il fallait que je dise, je suis d'origine camerounaise, française. J'ai une grand-mère qui était une arrière-grand-mère en tout cas, qui était moitié allemande. Mais il faut pas en parler. Parce que en fait, quand on dit ça, ça veut dire oh, elle a du sang blanc. Or, c'est pas du tout ça qui m'intéresse moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ces doubles identités ont toujours un problème. Moi, ce que je vois quand je me vois,
C'est, je suis définie beaucoup par la couleur de ma peau. Je me vois comme une femme noire et je suis très fière de l'être, même si je l'ai pas choisi, mais quand même j'aime bien quoi. Ce que je vois aussi, c'est que l'identité est aussi le lieu dans lequel vous vivez, la culture qui vous a imprégné, qui vous a fait monter. Donc on est tout ça, quoi. Voilà. Donc non, il n'est pas tellement que sur moi, mais un petit peu peut-être. Ouais. Quand même, hein. Donc je relisais Ghetto de Guy Tyrolien et c'est un poème qui parle de la puissance de l'art, des arts, de la littérature, mais aussi de la musique. Qu'est-ce que ça t'a apporté et comment ça t'a nourri? Tu as déjà parlé de ta relation privilégiée avec la littérature, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, parce que on en parlait tout à l'heure quand tu m'as demandé quand est-ce que tu as découvert, quand est-ce que tu as rencontré Guy Tyrolien, et je lui ai dit mais j'ai rencontré Guy, pas personnellement évidemment, mais je l'ai rencontré en fait en faisant mon bac de littérature dans les années 90. Donc en fait, à l'époque on nous l'enseignait déjà. J'ai grandi à Paris, donc à l'époque on nous enseignait Guy Tyrolien. Maintenant, les programmes scolaires, peu de gens, peu d'étudiants d'élèves savent qu'il est en France, on va dire métropole, à Paris. Et c'est quand même assez extraordinaire. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose là, où on enseigne moins la littérature caraïbéenne, alors que moi, j'ai été imbibée par cette littérature. Donc mon rapport à la littérature, c'était les grands canons, enfin je sais pas, Stendhal et tout le reste, mais c'était des Césaire, c'était Guy Tyrolien, etc., etc. Donc c'était et c'est là, enfant qui grandissait dans les années 80, on va dire, je me reconnaissais, je me voyais dans cette littérature. C'est aussi pour ça que vous pouvez appeler ça ce que vous voulez, peut-être une certaine arrogance. C'est pour ça quand je viens en Guadeloupe, c'est pas pour vous faire plaisir, mais je me sens chez moi. J'ai cette merci. J'ai cet attachement parce que j'ai été nourrie par ça. Voilà. Il nous reste 10 minutes avant de partager la parole avec le public. Oui. Pour les 10 dernières minutes, j'aimerais citer encore Guy Tyrolien dans un entretien avec la presse locale qui dit, je cite, « Je suis foncièrement optimiste envers et contre tout. Et même si la bombe atomique était annoncée pour ce soir, quelque part, je serais optimiste. Parce que je pense que c'est la seule chance de survie pour l'homme, l'optimisme. Et s'il ne l'était pas, il n'attendrait pas demain. Je suis optimiste pour moi-même, pour l'humanité, pour ma race et pour mon peuple. » Je voulais qu'on se quitte sur cette déclaration qui est, j'avoue, très loin de mes réflexions personnelles ces jours-ci. J'avoue suivre l'actualité avec une grande sidération. Est-ce que tu partages l'optimisme de Guy Tyrolien? Mais absolument, complètement. Et ça a toujours été le cas, même en étant victime de racisme à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Même en étant, je sais pas, on a tous des histoires d'horreur. La mienne, c'est par exemple être largué en forêt de Rambouillet, près de Paris, parce que les scouts et les maîtres ont dit ah ben chez toi t'as la forêt. Donc j'ai passé une nuit à l'âge de 11 ans dans une forêt en France. Mais j'ai gardé cet optimisme parce que je pense que, et je l'ai appris plus tard en travaillant sur l'histoire de la traite, etc. Mais mince, enfin avec tout ce qu'ils subissaient, j'ai écumé les archives. Avec toute la violence, mais c'était des guerriers qui ont survécu pour que nous on soit là. Donc c'est impossible de pas être optimiste. C'est impossible. Merci Olivette. C'est votre tour. Merci. On va faire. Je vous prête Olivette pour 15 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, voilà. Là-bas.
Bonsoir Madame Wetele, merci pour votre présence ce soir et ce discours très enrichissant. Donc j'ai une question, je vais rebondir sur le sujet de clôture, donc cet optimisme. Est-ce que finalement, alors je suis d'accord que l'optimisme, il y a quelque chose d'idéal à aller chercher là-dedans, mais est-ce que cet optimisme par outrance, au contraire, ne nous empêcherait pas peut-être d'avoir une prise de conscience qui nous mènerait vers une action collective qui pourrait déboucher vers un déblocage de la situation que nous connaissons actuellement? Merci beaucoup pour votre question. En fait, c'est une façon de voir l'optimisme. Pourquoi? Parce que pour moi, l'optimisme est un moteur, un outil pour pouvoir agir. Sans optimisme, pour moi, il y a de l'apathie. L'optimisme, c'est de penser différemment la manière de trouver une solution. Alors que pour des gens, justement, qui voient l'optimisme comme justement tout va bien. Non, tout va mal, mais vous inquiétez pas, c'est parce que on est ensemble, on va trouver une solution. Si les autres ont trouvé une solution et qu'on est leurs descendants dans des situations impossibles, hein, et qu'on est leurs descendants quand même, ils nous ont enseigné des choses, c'est-à-dire la survie quoi qu'il arrive. Et je pense que on va travailler à la solution ensemble. C'est comme ça que je vois l'optimisme plutôt. Merci. Ne soyez pas si timide. Je reviens avec le micro. Bonsoir madame. Bonsoir. Non, c'est très intéressant ce que vous avez dit, mais je ne connais pas votre livre. Est-ce que votre livre a une relation avec l'optimisme? Est-ce que à travers ces histoires, on retrouve l'optimisme pour aller de l'avant? Parce que notre société guadeloupéenne, je pense ailleurs aussi, est bloquée. Il y a de nombreux problèmes et on se demande comment s'en sortir. Est-ce qu'à travers vos écrits, ça peut nous donner des pistes? Merci beaucoup, madame. Ce sont des parcours individuels qui, quelquefois, ne se terminent pas spécialement bien. Mais ce que ça m'a enseigné, chaque parcours m'enseigne quelque chose. C'est que chaque personne qui est là a laissé une trace pour dire voici ce qui m'est arrivé. Comme un témoignage, en fait. Voici ce qui m'est arrivé. Voici peut-être ce qu'il ne faut pas faire. Voici comment j'ai trouvé finalement des soutiens en créant une communauté de collaborateurs. Parce que je pense pas qu'on puisse trouver une solution tout seul. Et quelquefois, la communauté dans laquelle on est n'est pas forcément celle qui va nous aider à trouver la solution. Peut-être qu'il faut l'agrandir, cette communauté. Et quelquefois, cette communauté, on la trouve pas nécessairement dans le même continent, comme certaines des histoires nous enseignent. Ce sont des gens qui sont de partout et pourtant qui ont vécu des choses assez difficiles. Donc peut-être que ce livre, je vais être un peu plus modeste là-dessus, apporte une façon de voir la lutte en apprenant des uns des autres finalement. Y aurait-il une autre question? Bonsoir, enchanté de faire votre connaissance. Moi de même. Voilà, donc je voulais d'abord vous féliciter pour votre parcours exceptionnel et très inspirant pour les jeunes générations. Et ma question, elle est très simple. Où est-ce qu'on peut trouver vos ouvrages en Guadeloupe? Parce que je suis très intéressé, notamment par le mystère des Noirs d'Europe. Ça m'intéresse énormément et j'aimerais me le procurer pour approfondir un petit peu. Effectivement, vous connaissez déjà un petit peu l'histoire de Pouchkine, également les Dumas, fils et père. Mais voilà, j'aurais aimé approfondir tous ces grands personnages. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Ah, ça c'est une grande question. Ou la mairie. Je peux répondre, hein, parce que je me suis posé la même question.
Moi, j'ai une version qu'on peut même pas se faire dédicacer. J'ai une version PDF. Je ne recommande pas. Il faut vraiment l'acheter en papier. C'est mieux pour avoir de bons souvenirs. Et donc, je confirme qu'on peut appeler les librairies que nous connaissons. Il y en a à peu près 3, 4 qui sont très populaires ici. Qu'il est possible de les commander et que vous pourrez les recevoir d'ici 3 semaines. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Demandez-les à votre libraire favori et il sera livré avant la fin du mois d'août. Merci. Je voulais juste rajouter quelque chose aussi à propos de ce livre, qui est que ça répondait à beaucoup de choses, hein, y compris le fait que quand on nous dit que quand on voit des Noirs en Europe, ils seraient issus d'une immigration récente, ou alors qu'ils seraient issus de la colonisation, de l'esclavage. Et mon livre remonte au IIIe siècle, hein, pour dire qu'on était déjà là au IIIe siècle. Donc, une autre question. Donc, en tant qu'étudiant, simple question, j'aimerais savoir, est-ce que vous, à votre échelle, vous avez pu regarder ou constater en tout cas une différence qui s'opère entre le monde universitaire anglo-saxon et le monde universitaire français? Ah oui, on en parlait un peu plus tôt, où j'ai enseigné pendant longtemps, enfin pendant 6 ans, j'ai enseigné à Paris 13, hein, une faculté, une université de banlieue, en fait située au plein cœur des banlieues. C'est le 93, hein, le 9-3. Et j'enseigne en Grande-Bretagne et je vois une différence énorme. La question raciale, la question des identités, la question des minorités, la question des discriminations, ce ne sont pas des sujets tabous ici. Quand je reviens en France, j'ai l'impression que la France a trouvé a trouvé des moyens assez impressionnants pour résister à ces débats. Et même les débats télé avec mon ami Rokhaya Diallo, j'ai l'impression que c'est très en retard en fait. Comme si on essayait de nier une existence d'une présence qui est déjà là, quoi. Ces questions d'identité, mais bien sûr qu'on a des identités multiples. Donc ça m'inquiète énormément parce que je me dis que en fait, ce sont des méthodes de c'est-à-dire qu'on retarde consciemment pour ne pas aborder des sujets de fond. Donc on reste toujours en surface, on reste toujours sur race, sans parler finalement de pourquoi est-ce qu'il y a des discriminations, comment elles se manifestent. Donc ça m'inquiète énormément, je dois dire. Mais oui, il y a une différence énorme, malheureusement. Vous voulez un suivi? Je croyais que vous aviez une autre question. Bonsoir. Bonsoir. Petite question. Pensez-vous que connaître son histoire, ça rend plus lucide, si ce n'est un peu, on dira même pessimiste, ou alors ça rend plus optimiste, comme vous en parlez, le terme optimisme, et comment trouver l'équilibre entre les deux? Je pense que c'est pour ça qu'on a besoin de littérature. Parce que quand on regarde l'histoire, il y a beaucoup de choses assez pénibles, assez horribles, voire décourageantes. Mais encore une fois, ces personnes nous enseignent quelque chose. Pour moi, c'est presque ne pas faire justice aux ancêtres que de se laisser aller au désespoir. Ils n'ont pas fait tout ça, ils et elles n'ont pas fait tout ça pour qu'on désespère et que finalement on abandonne. Il faut reprendre le bâton. Ce n'est pas un optimisme effréné, hein. Il est très réel parce que ce que je lis, que je regarde dans les archives, dans les méthodes utilisées pour nous réduire sont bien réelles. Mais justement, en connaissant ces méthodes, on arrive à anticiper, on arrive à voir et on arrive à se préparer. Et je dis toujours qu'il faut apprendre, prendre le temps, hein, de pleurer s'il faut, apprendre et strategize. Il faut s'organiser, quoi. Et on peut pas le faire tout seul dans son coin en étant désespéré. Il faut une communauté, toujours. Et ce n'est que comme ça, en fait, finalement. Merci.
S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Oui? Alors, étant donné que cette manifestation est organisée dans le cadre de l'hommage à Guy Tyrolien, et que j'ai cru quand même, cadre de les mots d'ouverture, j'ai cru entendre que ça cherchait quand même à créer une émulation auprès des jeunes. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à la jeunesse qui parfois se sent soit délaissée ou tout simplement une jeunesse qui est désintéressée de la chose publique et des réalités qui nous entourent en fait finalement? Est-ce que vous pourrez adresser un message à ces jeunes qui ne se sentent pas concernés par ce qui se passe autour d'eux? Oui, je pense que je comprends pourquoi ils ne se sont pas concernés. Je comprends aussi que c'est un moyen aussi de se protéger de certaines réalités, de ne pas vraiment s'impliquer. Et je crois aussi, c'est pour ça que je suis devenue enseignante et que j'adore mon métier, c'est que c'est à nous de trouver le moyen de les intéresser. Si les jeunes me disent que, madame, franchement, votre texte là de 30 pages était trop long à lire en une semaine, c'est à moi de trouver les moyens, finalement, de leur donner un goût pour qu'ils aient accès à ça. Les jeunes sont sur les plateformes, finalement, je dois les rencontrer là où ils sont. Parce qu'on peut pas non plus se permettre de les laisser à l'abandon. Alors, ce que je dirais aux jeunes, c'est que je comprends, mais il faut aussi comprendre que beaucoup de gens luttent pour vous. Et que même quand vous ne voyez pas les résultats de ce qui est en train de se faire, il y a des tas de gens qui luttent pour vous. Et ces tas de gens, c'est pas juste votre famille, c'est pas juste votre communauté, même si vous ne voyez pas, mais c'est des gens à des milliers de kilomètres qui luttent pour vous. Je veux dire, je vis pas ici, mais je me sens concernée par ce qui se passe ici. Comment aider? Je ne sais pas. Je propose et je dis qu'est-ce que je peux faire? Mais il y a des gens derrière ça. Donc, il ne faut pas se laisser aller au découragement parce que vous n'êtes pas tout seul. Hein. Les gens à Maurice, par exemple, ou les gens à Yaoundé, les jeunes en tout cas, ont aussi des mêmes problèmes et des mêmes préoccupations de cette invisibilisation en même temps. Donc, ensemble, on peut trouver une force assez extraordinaire. Vous imaginez s'il y avait un network comme ça mondial de jeunes, ça peut être une force assez extraordinaire. Et c'est à dessein que justement on veut que les jeunes continuent de désespérer et d'être dans leur coin, parce qu'on sait très bien que ça serait une force assez extraordinaire, quoi, et qui ferait peur à tout le monde. Donc, il faut pas les laisser gagner. Madame Daridan me dit dans l'oreillette qu'il faut laisser Guy Tyrolien, le poète, répondre à la question du jeune homme. Elle me suggère de rappeler la conclusion du credo, qui dit donc quoi? Les mauvais élèves? À force d'amour, demain, il fera jour. Merci encore de vous être joints à nous. Un grand merci à vous trois pour ce moment qui a été d'une douceur incroyable et enrichissant également. Un grand merci. Alors, nous allons poursuivre cette soirée par quelques allocutions. Pour commencer, nous allons entendre Monsieur Jean-Claude Nelson, le président de la commission culture de la région. Monsieur Nelson. Oui. Je peux m'asseoir à côté de vous. Bien, bonsoir, Madame Hôtel, c'est ça qu'on dit? Hôtelé? Hôtel ou Hôtelé? Voilà. Mes chers amis, Monsieur le maire, et merci de votre invitation. Donc, je me permets un discours protocolaire, puisque nous sommes dans la phase protocolaire. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, la région est heureuse de pouvoir participer depuis la création de ce Grand Prix Guy Tyrolien, aux côtés de la mairie de Bémaro, à ce prix d'excellence. Le prix Guy Tyrolien est bien davantage qu'une récompense littéraire.
il y a un moment où la Guadeloupe se donne le temps de réfléchir à travers les mots, les œuvres et les imaginaires. Car la littérature n'est jamais un simple témoignage du passé, elle est aussi une manière de penser le présent et d'ouvrir les perspectives pour l'avenir. Le thème qui nous réunit ce soir nous invite à une interrogation essentielle. Comment penser un horizon commun grâce à la littérature? Cette question est d'une remarquable actualité. Lorsque Léon Gontran Damas publie Pigments en 1937, il écrit dans un monde marqué par la domination coloniale, le racisme et les profondes inégalités héritées de l'histoire. Avec Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, il contribue à faire émerger une parole nouvelle, une parole de dignité, de révolte, mais aussi de réappropriation de soi. Les lecteurs qui découvrent cette œuvre dans les années 1960, au moment des indépendances et des grands mouvements de décolonisation, y trouvent une espérance, celle qu'en retrouvant la mémoire et la parole, les peuples puissent construire un avenir plus libre. Aujourd'hui, près d'un siècle après la publication de Pigments, les questions ont évolué sans avoir totalement disparu. Les violences n'ont pas cessé, elles ont changé leur visage, les conflits géopolitiques, les crises environnementales, les fractures sociales, les migrations, les replis identitaires ou encore la fragmentation des espaces numériques dessinent un monde d'une grande complexité. Notre époque est souvent celle de la dispersion, multiplication des récits, des appartenances, des mémoires et parfois des incompréhensions. Face à cette réalité, la littérature conserve une fonction essentielle. Elle ne nous offre pas toujours des réponses toutes faites. Elle nous apprend plutôt à accueillir la complexité du monde, à écouter des voix différentes, à comprendre que derrière chaque identité se cache, comme vous l'avez dit, une histoire singulière. Elle nous rappelle que la diversité n'est pas une menace, mais une richesse dès lors qu'elle peut être mise en dialogue. C'est sans doute là que réside toute l'actualité de Guy Tyrolien. Son œuvre, comme celle de Léon Gontran Damas, nous invite à penser l'universel sans renoncer aux singularités. Elle montre que le racinement n'est jamais incompatible avec l'ouverture au monde. Pour la Guadeloupe, cette réflexion revêt une signification particulière. Notre archipel est né de rencontres, de ruptures, de résistance et de métissage. Notre identité s'est construite dans la pluralité. La littérature antillaise et caribéenne n'a cessé d'en témoigner tout en donnant à cette expérience une portée universelle. Dans un monde où tout semble parfois fragmenté, la littérature demeure l'un des rares espaces où il est encore possible de faire dialoguer les mémoires, les imaginaires et les espérances. Penser un horizon commun ne consiste pas à effacer nos différences. Il s'agit au contraire de reconnaître leur légitimité et de construire, grâce aux mots, une communauté de destin fondée sur l'écoute, la compréhension et le respect. C'est pourquoi la collectivité régionale est fière d'accompagner des initiatives comme le prix Guy Tyrolien. Elle rappelle que la culture n'est pas un supplément d'âme. Elle est une condition de notre capacité à faire société, à faire peuple ensemble. Et c'est pour ça que je souhaite que ce soit à l'occasion d'échanges féconds que nous avons eu, bien sûr, dire une chose particulière par rapport à ce que nous avons vécu. Et vous l'avez fait de manière excellente en mêlant histoire et littérature. Et cela sous-entend que lors de travaux que nous faisons ici, chaque année, parce que nous allons honorer de jeunes lycéens, lycéennes qui ont d'excellents résultats et qui, pour nous, c'est important que ces personnes puissent avoir des exemples comme vous, leur tracer le chemin, et parce que nous pensons aussi qu'il faut que des littéraires, des écrivaines, des écrivains puissent prendre le relais et écrire. Et une chose que j'ai constatée dans vos propos, c'est que vous avez énormément contextualisé chaque écrivain dans sa littérature. Il montre que c'est une importance capitale par rapport à ce qui se passe. Et j'ai cru comprendre, mais je peux me tromper, qu'il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, mais qui est important.
c'est qu'il ne faut pas oublier. Parce que oublier, c'est de permettre de revivre ce que nous avons eu à vivre dans le passé. Et en préambule, vous avez parlé et madame aussi, de tous ces mots qui sont interdits. Et cela veut dire qu'on risque de revivre des moments comme nous l'avons vécu dans les années 30, dans les années 60. Non pas seulement aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. Et c'est toujours les afro-descendants qui subissent ces genres d'atrocités. Et qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, qu'on voit ce qui se passe en France avec le permis de tuer qu'on vient de voter pour permettre aux forces répressives de tirer sur, en priorité, les Arabes et les Noirs. Donc on risque de revivre les mêmes choses. Et donc, il faut que la jeunesse guadeloupéenne, ceux qui vont être primés, puissent prendre leur plume aussi pour écrire, se plonger dans les récits pour pouvoir alimenter leur imaginaire et faire en sorte que nous ayons une littérature. Parce que je crois profondément que on va pas régler le problème de la violence avec de la violence, mais peut-être avec des mots et avec de l'amour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fin de ce débat. Mais en tout cas, merci d'être là, merci d'être venu, et j'espère que les personnes qui sont ici, les personnes qui demain vont recevoir leur prix, vont s'inspirer de vos écrits et des travaux qui sont réalisés, mais pour permettre que nous ayons un meilleur demain pour la Guadeloupe. Merci beaucoup. Merci. Nous allons donc poursuivre la soirée avec, eh bien, j'appelle Monsieur le maire, Monsieur Michel Mado, que je vous demande d'applaudir. Alors, bonsoir, merci à tous, merci pour votre venue, pour la pureté des échanges. En faisant le choix d'Olivette, on ne s'est pas trompé. Merci à toi, chère marraine, pour la simplicité et l'efficacité de tes mots et pour ta gentillesse, mais surtout ton efficace discrétion. Voilà. Merci à Alain Rutil pour sa présence et tout ce qu'il apporte à cette manifestation et le crédit qu'il véhicule naturellement à cette action. Merci à Canel. Cette rencontre littéraire revêt une importance particulière parce que je me souviens, il y a peu, je discutais avec une enseignante au lycée et on parlait du pouvoir de la littérature, le pouvoir des écrits, le pouvoir des mots quand on parle de construction. Et il est à déplorer qu'encore aujourd'hui, en 2026, quand on parle de littérature, quand on parle de poèmes, on a souvent un référentiel qui est fourbe et un référentiel qui en réalité n'est pas très productif. Et je veux parler par là de quand certains enseignants citent du Baudelaire et autres, alors qu'aujourd'hui il y a un vrai pouvoir des mots et de la littérature à travers des personnes comme Guy Tyrolien, Albert Béville, Sonny Huppert aussi, et alors on peut aller même plus loin dans des maîtres à penser tels que Valentino, et c'est un peu dommage très souvent, parce qu'il y a cette liberté pédagogique, eh bien, que des enseignants ne misent pas davantage sur des plumes, mais au-delà de ça, des esprits éclairés qui sont guadeloupéens, qui parlent directement aux Guadeloupéens, et qui aident à construire cette Guadeloupe, au lieu d'avoir ce référentiel qui parfois au-delà de la simple esthétique, n'a pas d'effet constructif sur notre jeunesse, puisqu'on parle des bacheliers, sur notre jeunesse. Et en ce sens, j'apprécie beaucoup toutes les fois où Olivette Otélé a pu venir en Guadeloupe. La première fois, c'était dans le cadre du mois de mémoire, effectivement. Elle est revenue après dans un festival de cinéma, je crois, et aujourd'hui, ici à Bémao, pour qu'on parle de littérature, d'émancipation, mais surtout de construction et d'identité.
Et je crois qu'aujourd'hui, il est vraiment temps de miser sur ces plumes, de miser sur cette jeunesse, mais c'est surtout de concevoir l'idée de mémoire et concevoir cette idée d'identité. Et c'est ainsi que, selon moi, en tous les cas, je pense qu'on pourra construire et avoir progressivement des nouvelles plumes. Je dirais pas des nouveaux tyroliens, parce que chaque intellectuel, chaque écrivain est unique. En tous les cas, on aura des nouveaux tyroliens, nous aurons des nouveaux Sonny Wipper, en tous les cas, nous aurons d'autres. Et je crois qu'à travers des valorisations comme celle-là, à travers des actions pédagogiques comme les enseignants devraient avoir, puisqu'ils ont cette liberté, à travers ce genre d'échanges, à travers ces rencontres littéraires, mais je crois qu'on ne pourra que semer pour avoir un espoir dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années. Et c'est important. Au pays de Sonny Wipper, justement, au pays de Guy Tyrolien, au pays de Schwarzbart, au pays d'Albert Béville, même de Maryse Condé, il est à déplorer aujourd'hui un fort taux d'illettrisme. Et c'est assez paradoxal parce que nous, on arrive à avoir une belle action qui a été initiée depuis plusieurs années ici à Bémao, telle que le prix littéraire Guy Tyrolien et cette rencontre. Et paradoxalement, on arrive à vivre avec, de manière assez éhontée, avec un certain taux d'illettrisme qui est à déplorer en Guadeloupe. Mais gageons qu'en plus du fait de miser sur demain, gageons qu'en plus du fait de valoriser ces bacheliers littéraires, parce qu'effectivement on a souvent mis l'accent sur les scientifiques, eh bien, gageons aussi qu'on construira ce pays et qu'en même temps on pourra diminuer au maximum le taux d'illettrisme avec l'amour des beaux mots, mais aussi avec le sens de l'engagement, et afin que chaque mot qui puisse être écrit, qui puisse être entendu, eh bien, résonne de manière à lui aussi pouvoir contaminer de manière positive, j'ai envie de dire, et donner du sens à la littérature, donner du sens à l'identité guadeloupéenne. Et je crois aujourd'hui que Guy Tyrolien, à travers son parcours, et je ne vais pas m'éterniser sur son parcours parce qu'effectivement Jean-Claude a parlé de sa plume, de son esprit, je crois que c'est le plus bel exemple de la contextualisation de l'écrivain, de l'intellectuel. Pourquoi? Quelque peu administrateur colonial, il est exactement, en bout de course, le guide qui pouvait conduire à l'émancipation et le guide qui pouvait défaire à la limite les vices de la négritude et de la négritude de Senghor et de Césaire. Et en ce sens, je crois qu'il y a peu de plumes qui ont su aider à construire et miser sur l'identité nègre, miser sur l'identité guadeloupéenne, et tel que Guy Tyrolien, lui, il a fait. Donc en ce sens, je suis vraiment très honoré, Olivette, de ta présence pour ce prix, ravi de la pureté des échanges et de l'humilité que ces mots ont pu susciter face à de vrais enjeux et de vrais sujets. Et comme j'aime à rappeler, ce souvenir, c'est venir en secours à. Et je crois qu'à travers des actions comme celle-là, à travers des valorisations comme celle des bacheliers littéraires, et encore plus quand on parle d'identité et qu'on parle de mémoire, et je crois qu'on vient effectivement au secours à la fameuse postérité dont parlait Delgrès. Donc merci beaucoup à vous. Merci à vous, chers collègues élus, aussi effectivement de votre venue. Je crois que nous devons être le relais de ces actions aussi chez nos jeunes bacheliers, chez notre jeunesse. Et d'ailleurs, je crois que vous êtes l'équipe idoine pour ça, parce que nous sommes, même si en l'autre cas considéré comme on vit aussi, nous sommes cette équipe de jeunes qui, pour moi, peut être le meilleur relais afin d'avoir un nouvel espoir, une nouvelle lumière avec ce type d'action et avec ce type de valorisation. Donc merci beaucoup à tous. Oui. On me dit que le fils de Guy Tyrolien est ici, il faut le saluer. Je l'ai vu, mais Alexandra, tu vas l'appeler. Et voilà. Voilà, donc, pardon? Non, franchement, merci beaucoup et j'aurais souhaité que, d'ailleurs, vous êtes tous invités demain à la remise des prix, des récompenses pour ces bacheliers et qu'on puisse prolonger vraiment l'action et être digne vraiment de cet engagement pour la fameuse postérité. Merci
à tous. Le fils de Guy Tyrolien, Alexandra, je te laisse l'appeler. Tu veux me le dire à l'oreille, maintenant tu vas le dire au micro. Eh bien, oui. Eh bien, oui, Monsieur Tyrolien, je vous invite à avancer, à nous rejoindre. Non, mais écoutez, je ne voulais pas parler ce soir, mais je me réserve pour demain pour effectivement la remise peut-être des prix aux bacheliers méritants. Mais je voulais encore une fois remercier toute l'assistance, bien entendu la marraine de cette manifestation, Monsieur le maire de Bemao qui nous reçoit, et dire toute ma satisfaction à chaque fois que je viens à Bemao pour cet hommage à Guy Tyrolien, mais avant tout pour mettre en lumière des talents, des écrivains, des poètes, des scénaristes, enfin tous ceux qui font que la société guadeloupéenne évolue grâce à la culture, grâce à la littérature. Et merci encore, je ne serai pas plus long. Un grand merci, nous sommes honorés de votre présence et bien sûr nous vous attendons demain. Nous vous retrouverons demain en tout cas. Pour les photos, Eh bien, c'était là le mot de la fin. Merci à vous pour cette magnifique soirée.